cellules d'urgence médico-psychologique, les CUMP, ont été créées en 1995 par Xavier Emmanuelli, secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence, suite à l'attentat du RER Saint-Michel. Les CUMP dépendent du SAMU. Elles interviennent sur décision préfectorale, en amorce, sur une situation d'urgence, avec une intentionnalité psychothérapeutique curative sur le moyen et le long terme. Quel est leur protocole d'intervention? Comment opèrent ces psychothérapeutes de catastrophe? Comment détecter et prévenir la survenue d'un psychotraumatisme? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mes invités. J'ai le plaisir de vous présenter Dr François Ducrot. Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier au CHRU de Lille et vous êtes coordonnateur de la cellule d'urgence médico-psychologique au niveau national et référent national adjoint des CUMP. Annick Ponseti-Gaillochon, vous êtes psychologue clinicienne, formée au TCC. Vous enseignez la psychotraumatologie dans le cadre du DU de psychotraumatisme de Paris 5 et à la FTCC et vous êtes volontaire des CUMP. Vous êtes également psychothérapeute TCC. Docteur Patrice Louville, vous êtes psychiatre et praticien hospitalier dans un service universitaire de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Corentin-Selton à Issy-les-Moulineaux, où vous animez une consultation psychotraumatisme. Psychiatre au SAMU de Paris en 1995, vous avez participé à la création du réseau national des CUMP et vous avez dirigé la première CUMP d'Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu dans quel contexte les attentats du RER Saint-Michel ont montré qu'il y avait un besoin à remplir? Parce qu'au départ, la psychiatrie de catastrophe est née dans un contexte de médecine de guerre. C'est quelque chose qui vient du théâtre des fronts de guerre. Et là, avec l'émergence des attentats en France, on a transposé ce modèle. Comment ça s'est passé? Bon, alors il y avait un courant de réflexion qui était déjà en cours. Effectivement, vous avez raison, la psychiatrie de catastrophe, elle provient d'abord de la psychiatrie militaire, mais elle provient aussi de la psychiatrie d'urgence et elle provient, bien entendu, de la médecine de catastrophe. Trois sources convergentes. Alors donc effectivement, il y a eu l'attentat du RER Saint-Michel le 25 juillet 1995 qui a permis en fait de cristalliser un peu ce processus de réflexion. Il faut savoir que Xavier Emmanuelli, qui était secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence, était en train de préparer justement une réflexion autour de la médecine de catastrophe pour y insuffler un peu plus de psychiatrie de catastrophe avec notre collègue, le regretté docteur Gérard Lopez. Et donc, il y a eu cet événement au cœur de l'été, au cœur de Paris, et une prise de conscience extrêmement rapide des pouvoirs publics. Et 3 jours après, nous nous retrouvions dans une salle de réunion du pavillon des urgences de la Pitié-Salpêtrière avec Xavier Emmanuelli, avec le président Chirac, avec plusieurs autres spécialiste de la psychiatrie d'urgence et de catastrophe, et c'est à ce moment-là exactement qu'ont été lancées les cellules d'urgence médico-psychologiques. Et ensuite, donc, il y a eu à la fois la création d'une équipe d'intervention en prévision des attentats ultérieurs qui n'ont pas manqué de survenir, malheureusement, et en même temps un groupe de réflexion réuni autour de Xavier Emmanuelli, présidé par le médecin général Louis Croc, psychiatre des armées, qui a élaboré donc toute une réflexion qui a abouti à la mise en place du réseau national de l'urgence médico-psychologique en 1997. Et le terreau de toutes ces réflexions, c'est la médecine de guerre, c'est le contexte. En fait, on parlait à l'époque, il y a très longtemps, de névrose de guerre. L'émergence, la prise de conscience en fait, les classifications cliniques du stress post-traumatique, c'est venu de l'examen des soldats? Alors, pas tout à fait. En fait, effectivement, les collègues psychiatres militaires avaient une grande avance depuis toujours par rapport à ça, mais il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un certain nombre d'événements, d'abord des attentats, notamment dans les années 80, des événements catastrophiques, les inondations du Vaucluse, etc. Donc, je pense aussi à la catastrophe du stade de Fouriani en Corse en 1992. Donc, un certain nombre d'événements à caractère catastrophique qui ont touché la population civile. Et à partir de ces situations, effectivement, est monté ce besoin d'une prise en charge spécialisée des victimes civiles des événements catastrophiques, des attentats. Oui, alors avec quand même, si je peux me permettre, hein,
un terreau sur le plan de la description clinique, sur le plan de l'épidémiologie, sur le plan des premières prises en charge, et je pense qu'on va en parler, notamment des prises en charge immédiates, qui vient beaucoup de la psychiatrie militaire et des expériences des services de santé des armées, hein, confrontés à la chose psychique, à la chose psychotraumatique, depuis qu'ils existent, quoi. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Est-ce qu'on peut commencer par là? Qu'est-ce qu'un traumatisme? Pouvoir décrire le stress post-traumatique et les états de stress aigu. Et du coup, le cadre de vos interventions. Je sais pas, bon, moi, je pense qu'une des définitions les plus simples et les plus accessibles de la notion de traumatisme psychique, on dit psychotrauma en raccourci, c'est, je pense, la rencontre à un moment donné, d'un sujet donné, dans un contexte donné, avec sa propre mort, hein, dans ce qu'elle a d'immédiat, dans ce qu'elle a de brutal, de soudain, d'imprévisible, hein, et qui vient créer ce contraste absolument terrible qu'on appelle effraction traumatique, hein, et j'aime bien d'ailleurs ce terme d'effraction qui va bien signifier cette notion de blessure, les fameuses blessures psychiques, ces fameuses blessures invisibles étant maintenant couramment décrites. Je pense que c'est une définition qui en plus est compréhensible, et d'ailleurs avec nos patients, que ce soit en immédiat ou à moyen long terme, hein, à l'heure où il faut expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ce cortège de symptômes, et pourquoi c'est si immédiat. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Il y a un effet dissociation, il y a un effet d'effraction, comment ça se passe? Alors, non, mais l'effraction, c'est la blessure, et encore une fois, de la soudaineté, la brutalité et l'imprévisibilité va naître un sentiment de sidération motrice, intellectuelle, affective, comportementale, hein, comme si le cerveau était gelé, congelé. D'ailleurs, le fameux freezing des anglo-saxons, hein, pour décrire la sidération. Hein, et voilà, hein, c'est encore une fois la brutalité de ça qui va entraîner certains symptômes immédiats, hein, qu'on appelle de stress dépassé, alors qu'on regroupe effectivement maintenant derrière ce grand chapeau de dissociation péritraumatique, hein, certains de ces symptômes qui sont très impressionnants, parce que pour certains, ils sont très bruyants, l'agitation, les fuites de panique, du trouble du comportement, et pour certains, au contraire, hein, on va rencontrer, et c'est souvent le cas en situation sanitaire exceptionnelle, comme on appelle ça maintenant, hein, c'est un peu ce terme qui a remplacé celui de médecine de catastrophe, hein, des gens qui sont complètement sidérés, figés, congelés sur place. C'est lié au sentiment d'impuissance, de détresse absolue, d'impuissance? Oui, il y a le sentiment d'impuissance, mais il y a aussi la notion qui a disparu dans la nouvelle classification, qui est la notion d'effroi. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en mots, qui fait un blanc, qui fait un vide, et qui signe finalement l'aspect traumatique avec la rupture de ce qu'on pensait, de ce que le sujet pense par rapport à sa capacité à faire face. On sait tous qu'on va mourir un jour, mais on se dit c'est pas pour nous, quoi. C'est pas tout de suite, c'est pas pour nous. Donc ça, je sais pas si vous êtes d'accord, mais ça vient interférer comme des mythes d'immortalité, d'invulnérabilité. Alors que c'est ce qui fait que c'est différent de la réaction de stress, parce que la réaction de stress, elle est adaptative, à part le stress dépassé, comme tu le décrivais. Mais moi, je dirais c'est presque dommage que cette notion d'effroi, elle ait disparu. Et effectivement, il y a la notion effectivement d'impuissance. J'ai pas été capable de faire face à la situation. Et donc, à partir de là, mes pensées sur moi-même ont été complètement bouleversées. Et sur le monde, sur les autres, Si face à une situation tragique, on a la possibilité de rester actif, la situation, le stress, l'état de stress, de dissociation peut ne pas survenir. C'est vraiment lié au fait d'être... La dissociation n'est pas obligatoire, mais je crois qu'on peut revenir effectivement sur cette notion d'impuissance. Face à ces situations d'extrême menace, on a nécessairement une réaction de stress. La réaction de stress, tout le monde la partage, hein, elle est physiologique et elle nous permet de nous adapter aux situations. Le problème des situations traumatogènes, c'est que même avec une réaction de stress, on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir échapper à cette menace, et comme l'a dit François Ducrot, qu'on va finir par mourir. Et c'est ce côté, effectivement, impuissance totale, et isolement aussi, un sentiment d'isolement qui est très important, par rapport à la situation, qui va impacter un certain nombre de structures cérébrales, et qui va être à l'origine, donc, du fameux souvenir traumatique
qui est au cœur de la pathologie psychotraumatique. Et c'est pour ça que je pense que cette fameuse impuissance, elle n'est pas tant cause ou conséquence d'ailleurs, que quasiment consubstantielle hein, du vécu traumatique lui-même et de cette effraction. Hein. Je pense que c'est également ce qui le définit, ce psychotrauma, c'est de ne pas pouvoir réagir, bouger, penser, élaborer une décision. Être complètement figé. Voilà. J'ai écouté, j'ai dialogué avec beaucoup de victimes du Bataclan, enfin survivants du Bataclan, et le discours était assez répétitif, c'est-à-dire qu'ils étaient coincés dans un endroit du Bataclan et ils attendaient la mort. Et ils ne pouvaient rien faire pour y échapper. Voilà la définition du trauma. Mais il y a un concept, une phrase hein, qui illustre vraiment ce que dit Patrice Louville, hein, c'est l'irreprésentable du réel, de la perspective de sa propre mort. Ça peut paraître complexe cette phrase, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ce à quoi je suis confronté, à savoir l'immédiateté de ma propre mort, hein, est irreprésentable. Je n'en ai pas la représentation mentale. D'où le fait que le cerveau, voilà, il aille comme ça se mettre dans des positions et dans ce contexte, un événement traumatique qui est causé intentionnellement par une personne est plus traumatisant, plus effractant qu'une catastrophe qui peut avoir des conséquences épouvantables, mais qui est un événement externe. Alors ça, c'est décrit, c'est très classique hein, dans la littérature et en épidémiologie. Hein, c'est qu'effectivement, l'origine humaine, le human design, disent les anglo-saxons, hein, porte en lui effectivement un potentiel traumatogène plus important, par exemple, que les catastrophes naturelles. Pour parler de quelques chiffres, si après les agressions physiques, les attentats, les braquages ou autres prises d'otages, le risque de développer un trouble de stress post-traumatique est entre 20 et 40%, hein, ce qui est déjà ce qui est considérable. Hein, ce même risque après les catastrophes naturelles est plutôt de 10 à 20%. Vous voyez, hein, donc quand même du simple au double. Oui, ça vient interpeller la notion qu'on a que l'autre est bienveillant, quoi. Et donc, qu'on soit enfant, c'est par rapport aux parents qui devraient nous protéger, et en tant qu'adultes... Oui, ce qui expliquerait aussi, Annick, hein, que dans certaines agressions, dans les agressions sexuelles, notamment intrafamiliales, mais pas que, hein, là on se heurte, enfin, on est confronté plutôt à des taux de troubles de stress post-traumatique encore beaucoup plus importants, 70, 80, 90%, même si après la cinétique est plus la même, ou dans des actes de guerre. On sait que les guerres tuent, hein, évidemment, pendant les conflits, les guerres tuent beaucoup à cause des conséquences psychotraumatiques, puisque ce trouble de stress post-traumatique dont on parle est extrêmement suicidogène, hein, donc favorise beaucoup les comportements suicidaires, hein, et donc avec des taux, on répète toujours à l'envi que le Vietnam a tué 2 fois plus de personnes par suicide dans les 10 ans ou 20 ans qui ont suivi la fin du conflit qu'il n'a tué de combattants sur place, quoi. Donc avec un tribut quand même très très lourd, et des taux d'incidence hein, qui sont considérables, de l'ordre de 60, 70, 80%. C'est d'ailleurs suite à ça que finalement on s'est beaucoup plus intéressé. Oui, je pense que, disait le Dr Louville... alors qu'il y a toujours eu des troubles de stress post-traumatique, d'une certaine manière, depuis l'Antiquité, mais... Bon. Et quand on regarde la littérature, et notamment les classifications, ces outils de classification, alors pour certains américains, avec le DSM, pour d'autres un peu plus internationaux, avec les CIM, hein, c'est 1980. Hein, donc on est dans cette période post-Vietnam en Amérique du Nord, où les choses sont encore très très présentes, encore très présentes, où les choses le redeviennent, parce que les années qui ont suivi, les 2-3 années qui ont suivi le conflit lui-même, la notion de psychotrauma était quand même, n'était abordée que de manière très 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 pudique et très modeste, hein, avec un modèle de traumatisation qu'on connaît un peu, on pourra revenir si vous voulez, hein, mais c'est en 80 que je pense que cette psychotraumatologie moderne naît avec l'introduction donc dans le DSM 3, hein, de cet état de stress post-traumatique qui devient une véritable reconnaissance nosologique. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe dans le cerveau, que la réaction d'effroi, d'effraction, etc., empêche d'encoder correctement l'information, l'événement? Il y a un phénomène de sidération, d'anesthésie, de dépersonnalisation, mais qui rend l'événement toujours actif. Est-ce qu'on peut expliquer
Si vous êtes d'accord. L'hyperstimulation de l'amygdale, en fait. C'est pareil, ce que vous dites, encore une fois, il ne faut pas qu'on confonde cause et conséquence. Hein. La dépersonnalisation, la sidération, enfin, les quelques éléments cliniques que vous citez tout à fait fort à propos, hein, sont, je pense, les conséquences, hein, justement, de cette incapacité qu'a le cerveau à élaborer quelque chose d'à peu près adapté, tout simplement parce qu'il est inondé de par l'intensité de la réaction de peur, hein, parce qu'au final, le psychotrauma n'est autre qu'une méga réaction de peur absolue, puisque c'est la peur de sa propre mort. Enfin, c'est plus que ça d'ailleurs, c'est la conviction qu'on est en train de mourir. Une peur qui ne cesse pas, en fait. Cette peur, elle allume un ensemble de signaux avec, de manière concomitante, une inondation de certaines voies de neurotransmetteurs, qui sont notamment les catécholamines, on appelle cette inondation catécholaminergique, adrénaline, noradrénaline, et cette inondation, elle a des conséquences en périphérie physiologique, les tremblements, les sueurs, le fait d'être congelé sur place ou parfois agité, la tachycardie, le cœur qui bat la chamade, etc. Et elle a également des conséquences dans le système nerveux central, hein, puisque ces molécules, hein, ces neurotransmetteurs en l'occurrence, passent évidemment la barrière hémato-encéphalique, donc vont inonder le cerveau en inondant certains récepteurs, hein, et avec des conséquences sur certaines structures anatomiques du système nerveux central, le cortex médian préfrontal, l'hippocampe, l'amygdale cérébelleuse, bon, et qui sont en fait qui sont à l'origine de tout ça dans un mécanisme qu'on appelle d'éthiopathogénie, hein, avec, et ça je trouve c'est vraiment intéressant de le souligner maintenant, hein, la recherche, une belle convergence entre la clinique, les symptômes, la biologie, hein, ce qu'on arrive à trouver sur les modèles animaux, sur les modèles de développement, et puis également la neuroanatomie, hein, avec toute cette imagerie cérébrale. Là, on a vraiment un point de convergence que je trouve intéressant. Du coup, on se retrouve avec une situation paradoxale, si j'ai bien compris, avec une personne qui va se retrouver figée dans l'incapacité et la détresse d'agir, et en même temps confrontée en perpétuel à... Est-ce qu'on peut décrire en fait les manifestations du stress post-traumatique, des manifestations cliniques? C'est un effet paradoxal. Il faut différencier vraiment la clinique au moment de la rencontre traumatique et la clinique ultérieure qui est celle du stress post-traumatique. Au moment de la rencontre, vous êtes, on appelle beaucoup plus souvent ça le choc psychique, hein, et le stress post-traumatique viendra peut-être, c'est pas sûr en plus, viendra peut-être quelques semaines plus tard. Ou mois ou années. Alors, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude maintenant de distinguer ces périodes immédiates, post-immédiates d'un côté et moyen-long terme de l'autre. Allez, s'il faut, pour les spectateurs, là, donner un seuil, je pense que ce qui se joue les premières, deuxième, troisième semaines, hein, a vraiment une cohérence interne, tant en termes biologiques que en termes après des intentionnalités thérapeutiques, hein, que ce soit médicamenteux ou psychothérapiques, alors que après 3-4 semaines, on est vraiment dans les troubles post-traumatiques, hein, sachant que, voilà, cette clinique-là n'étant jamais simple, ces troubles post-traumatiques peuvent également survenir plusieurs années, voire plusieurs décennies après l'événement traumatique. Mais bon, ça, c'est quand même plus rare. Donc vraiment, voilà, ce sont ces troubles immédiats. Et vous parliez, là, c'est intéressant, c'est pas un problème d'encodage, ça serait plutôt un hyper-encodage. Et d'ailleurs, on appelle, on nomme cet hyper-encodage mnésique avec des espèces... Alors, ce sont pas des hypermnésies, parce qu'après, ça va devenir des flashbacks, des cauchemars traumatiques, des symptômes de répétition. Mais ces patients qui nous disent 1 an ou 40 ans après, docteur, c'est comme si j'y étais encore, hein, je trouve que ça illustre vraiment très bien ce phénomène d'hyper-encodage mnésique, hein, comme si voilà, le cerveau il n'arrivait pas à ce moment-là à filtrer, à trier, hein, et que l'intensité de l'émotion, hein, était venue colorer de manière quasiment définitive l'événement lui-même, quoi. Pour autant, il y a un certain nombre de manifestations cliniques, donc pathologiques, suite à un événement traumatique, qui vont disparaître d'elles-mêmes. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne sais pas si ça a du sens, hein, mais dire qu'est-ce qui est normal de ressentir après une situation d'effroi, après une situation de potentiellement traumatogène, en fait, et à quel moment, donc il y a un délai d'1 mois. Il y a une phrase que j'aime bien, moi, qui est assez banale, hein, qui est réaction normale à un événement anormal. Et c'est vrai que dans une large majorité des situations, dans les heures qui suivent
l'accident, l'attentat, le braquage, l'incendie, tout ce que vous voulez. Hein, ce cortège de symptômes très bruyants, là, il est normal en ce sens que stressé. Bah voilà, c'est normal d'avoir des reviviscences. De pas dormir de la nuit, de pas dormir, d'avoir l'impression d'y être encore, Ouais. voilà, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Hein. Et d'ailleurs, on parfois, sur le plan médicamenteux, certains auraient tendance, hein, je pense notamment aux troubles du sommeil, hein, cette première nuit ou ces 2 premières nuits qui suivent l'événement majeur, hein, oui, elles sont aussi des périodes, il faut pas lutter trop activement non plus hein, contre ça, hein, comme si le cerveau il avait besoin de ventiler, hein, cette ventilation émotionnelle, un terme un peu creux, mais hein, qui dit bien que hein, les émotions, il faut également qu'elles se développent, qu'elles se ventilent. Faut pas chercher à l'étouffer, et parce que voilà, c'est un travail qui a du sens en soi pour le cerveau, de revenir sur l'événement, c'est pour traiter l'information. La littérature a bien montré, hein, pour reparler à la fois de neurobiologie et de pharmacologie, que des traitements sédatifs, hein, c'est-à-dire qui calment tout, ou hypnotiques, qui induisent le sommeil de manière artificielle, prescrits trop précocement et des posologies trop importantes, pour finir, n'aident pas, hein, voire font plutôt pire que mieux. Hein, voilà, ça n'aide pas le travail. Très bien. Il est préférable de donner des stratégies, finalement, pour gérer son stress, comme contrôle respiratoire, ou des choses comme ça. Et pour répondre à cette question qui est essentielle, hein, qu'est-ce qui fait que, à événement équivalent, certains vont tomber malades, présenter un trouble de stress post-traumatique et d'autres pas. Bon. Un vaste débat, hein, mais c'est vrai que l'idée, encore une fois, pour redonner une grille de lecture un peu neurobiologique, hein, c'est que voilà, il y a des mécanismes d'adaptation qui sont efficaces chez certains à ce moment-là, dans ce contexte-là, et qui ne le sont pas chez d'autres dans un même contexte, ou éventuellement qui ne le seront pas chez le même sujet, avec au contraire des mécanismes de consolidation. Moi, l'idée, et c'est ce dont on parle, y compris sur le terrain, hein, à nos patients, c'est l'extinction. Hein. Normalement, quand tout s'allume, une espèce de firing, pour employer un anglicisme, quand tout s'allume, hein, l'adrénaline, la peur, etc., il y a des extincteurs un peu naturels, hein, qui viennent essayer de calmer tout ça. Hein, alors d'autres voient dopamine, cortisol, peu importe. Hein, et ces extincteurs sont parfois, souvent même, efficaces, et parfois pas suffisamment. Et quand ils ne sont pas suffisamment efficaces, là, hein, ce mécanisme un peu d'auto-entretien de cette hyper-encodamnésie. Un terrain fragile, une personne qui a vécu des traumatismes antérieurs. Oui. Alors, on se méfie de la notion de fragilité antérieure, hein, parce que ça, c'est un peu piégeux. Parce que tout le monde peut développer un état de stress post-traumatique, en fait. Et on risquerait du coup de dire que voilà, c'est pas tant l'événement traumatique qui vient entraîner la symptomatologie, mais l'état antérieur. Mais alors, réciproquement, les soldats, par définition, les soldats qui vont sur les fronts de guerre vivent des situations traumatogènes intenses régulièrement. Et pour autant, ils ne développent pas tous de stress post-traumatique. Ils sont dans une situation où ils peuvent être actifs, et il y a pas d'éléments de surprise. Enfin, il y a moins d'éléments de surprise dans la mesure où tout est préparé, en fait, parce qu'il pourrait être une fois. Est-ce que ça participe à protéger des soldats, ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes en jeu ? De toute façon, il n'y a pas d'événement traumatique en pratique militaire ou en pratique civile qui donne à 100% un stress post-traumatique. Il y a toujours un pourcentage qui est variable selon les événements, selon les populations, de personnes qui vont s'en sortir sans développer de stress post-traumatique ou d'autres pathologies post-traumatiques. Je pense en particulier à la dépression, qui est probablement la conséquence la plus fréquente des événements, de la confrontation aux événements traumatiques. Et par rapport à votre question de tout à l'heure sur les catastrophes effectivement sont censées déclencher moins de stress post-traumatique. Par contre, il y a beaucoup plus de pathologies dépressives chez les personnes qui ont traversé des situations de catastrophe. Naturelles ou industrielles. Oui, d'accord. Au moins la moitié. Donc les militaires, oui, parce qu'ils ont un entraînement, mais on en récupère quand même. Enfin, nos collègues psychiatres militaires connaissent bien la façon dont ils récupèrent un certain nombre de soldats. Moi, j'en ai rencontré encore un cette semaine qui a vécu un événement extrêmement agressif en Afghanistan il y a plus de 15 ans et qui est toujours dans une symptomatologie extrêmement aiguë. Donc, je crois, là encore, c'est ce que disait François Ducrot, c'est chaque individu avec
son degré de préparation, ses vulnérabilités, ses antécédents quand même, va être confronté à l'événement et va en avoir des conséquences ou pas. Mais effectivement, c'est assez difficile de le prévoir. Puis après, les conséquences, c'est pas non plus binaire, hein. Vous savez, ces symptomatologies psychotraumatiques, pour ne pas parler que du TSPT, hein, bon, sur une échelle quasiment de 0 à l'infini, hein, avec des degrés de gravité, d'intensité très importants. Et pour revenir à la question précédente, qui est vraiment intéressante, à propos de ces soldats et en population générale, hein, nous, on a l'habitude de distinguer les facteurs pré-événement, les facteurs péri-événement et les facteurs post-événement. Hein, et je trouve dans cette chronologie-là, alors ça nous permet d'ailleurs de développer des stratégies de prévention, curatives. Et bon. Alors dans les facteurs pré, évidemment, des antécédents trauma dans l'enfance, présente un trouble de personnalité, pathologie mentale, enfin toutes ces fragilités / vulnérabilités, des facteurs péri qui sont effectivement ceux de la violence, la brutalité, l'intensité. On oublie beaucoup la durée, hein, et ça, tu parlais du Bataclan, ça a été un des enseignements très très vite, mais dès cette nuit-là, on l'a perçu là, à 2-3 heures du matin, hein, donc on était quelques heures après la sortie de ces survivants là. Hein, voilà, on était avec les équipes là très étonnés de l'intensité symptomatique. Hein, voilà. Et dire c'est fou, parce qu'on savait très bien que ça avait été une violence inouïe, n'empêche que, hein, et très vite, on était très étonnés aussi de la durée des symptômes, hein, de dissociation, des gens qu'on voyait 12 heures, 24 heures, 36 heures après, qui étaient encore complètement scotchés, comme on dit dans notre jargon, par la dissociation. On a vite compris, hein, que c'était également dû à la durée d'exposition. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est assez récent, sur ces expériences-là, qui n'est pas forcément très souvent décrit dans la littérature scientifique, hein, mais je pense que la durée d'exposition est un facteur très important dans ces facteurs péritraumatiques. Et après, il y a tous les facteurs post-traumatiques. C'est là où les militaires, quand même, sont relativement protégés, hein, par l'esprit de corps, par la présence des pairs. Ils sont dans un contexte environnemental qui il peut y avoir fait quand même une traumatisation secondaire, quand même. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les soignants, des médecins, des pompiers, des urgentistes, tels que vous, peuvent être aussi victimes de stress post-traumatique du fait d'être au contact de personnes traumatisées de manière répétée? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Ça a été décrit depuis les années 70. C'est effectivement le fait, quand vous êtes un professionnel, pas seulement un professionnel de santé, mais un professionnel qui est au contact des victimes, notamment les personnels sociaux, les personnels qui travaillent dans les associations, etc., vous allez recevoir toute la journée la détresse de ces personnes qui sont en face de vous. Et de par notre expérience à nous trois, on sait très bien que plus on est proche de l'événement, plus on rencontre les gens tôt après l'événement, et dans les CUMP, nous les rencontrons tout de suite, plus cette détresse est énorme, et plus il y a effectivement ce risque de contagion traumatique. Puisque, alors il y a un certain nombre d'explications, il y a beaucoup de processus d'identification, hein. Un soignant qui est lui-même parent, s'il rencontre une personne qui, par exemple, a perdu un enfant, il va tout de suite se sentir beaucoup plus concerné, et donc plus à risque d'être traumatisé. Ou s'il a lui-même subi des traumatismes. Et c'est comme ça qu'avec les volontaires des CUMP en France, là, hein, que nous recrutons, en tout cas qui sont intégrés dans ces cellules d'urgence médico-psychologique, départementales, régionales, zonales, peu importe, on est extrêmement vigilant à ce qu'on peut imaginer de la capacité d'adaptation, pour ne pas dire de résilience, le terme est un peu bon, hein, de ces personnels, hein, avec l'idée qu'effectivement il faut pas que ça leur nuise. Hein. Et alors sur cette question-là, moi je reviens aussi pour ajouter ce que dit Patrice à la durée d'exposition également. Hein. Oui, c'est le fait la répétition. Vous savez, j'étais il y a 2 jours, 3 jours, à un congrès d'identification odontologique. Ce sont ces médecins légistes, ces dentistes légistes, hein, qui font, dans des situations qui sont toujours des situations de catastrophe,
avec des corps très très abîmés, pour des accidents d'avion, pour des catastrophes naturelles, voilà. Hein, et certains me racontaient, à propos de certains événements, peu importe lesquels, hein, qui faisaient des autopsies, mais 18 heures sur 24, hein, et qu'ils enchaînaient 20, 30, 40 autopsies de corps d'adultes et d'enfants, tous dans des états tous aussi dingues les uns que les autres. Et c'est pareil, ça m'est apparu, là, à un moment donné, voilà, que c'est pas possible de résister à ça, même quand on est un professionnel de santé, même parce que, encore une fois, il y va de cette durée d'exposition, et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on en voit notamment, depuis le Bataclan, et on l'a expérimenté après pour les attentats de Nice ou de Strasbourg, maintenant, les équipes CUMP, et ça, j'y suis vraiment très vigilant, les équipes CUMP sur place, c'est 48 heures, hein, c'est au retour un sas de décompression d'au moins 48 heures également, et puis les heures travaillées sur place, voilà, on ne travaille pas plus de 12 heures de suite, hein, à rencontrer des victimes et à recueillir ces propos, voilà. Est-ce qu'on sait s'il y a une différence homme-femme dans les réactions face au stress post-traumatique et le risque de survenue? 2 fois plus de détresse, 2 fois plus de symptomatologie chez les femmes. Mais c'est vrai aussi pour d'autres pathologies. 2 fois plus de femmes. 2 fois plus de femmes. Enfin, 2 fois plus de PTSD chez les femmes que chez les hommes, à exposition équivalente. Mais c'est vrai aussi pour d'autres pathologies, pas uniquement pour le PTSD, pour le TSPT plutôt, on va dire. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on a des hypothèses? Il y a peut-être plus de prévalence de traumatismes antérieurs dans la population féminine? Enfin, mais oui. Enfin, ça peut être une explication. Si on prend les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles ou pas, oui, effectivement. Mais il y a peut-être d'autres facteurs que j'identifie pas. Alors oui, là, vraiment, probablement des facteurs neurologiques, biologiques, hormonaux. Oui. Mais c'est vrai que tu l'as dit, Yannick, hein, rien que en prenant grandes enquêtes en population générale, rien que le fait que les femmes soient 20 à 30 fois plus victimes de violences, et notamment de violences sexuelles, hein, parce qu'elles sont femmes et pas forcément enfants, rien que ça. Rien que ça augmente. Il y a un effet d'emblée sur ces facteurs pré-morbides, enfin pré-traumatiques dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment on va aborder votre rôle, votre protocole d'intervention? Comment est-ce que vous intervenez, du coup? Vous commencez par faire un tri des malades, comment ça se passe? Des malades potentiels? Ils ne sont pas encore des malades. Voilà, ils ne sont pas encore des malades. Des victimes, en tout cas des victimes d'un événement traumatique. Comment ça se passe? Eh bien, je pense qu'il y a un temps extrêmement important qui est le temps de préparation. On ne s'improvise pas, surtout dans ces situations d'urgence. On n'est pas dans le confort douillet de nos hôpitaux, encore que il y aurait beaucoup à redire là-dessus. Non, on ne s'improvise pas, donc il y a tout un temps de préparation, de formation, c'est sur quoi a insisté François Ducrot tout à l'heure. Hein. On travaille avec des volontaires, hein, donc des gens qui sont effectivement, qui ont un certain enthousiasme à participer aux activités des cellules d'urgence médico-psychologique, mais effectivement, il faut peut-être un peu sélectionner, éviter que les plus fragiles, par exemple, se retrouvent sur le terrain. Il y a d'autres possibilités d'intervenir dans la CUM que d'être sur le terrain. Et surtout, il faut être formé, il faut connaître le psychotraumatisme, la clinique aiguë du psychotrauma, et il faut surtout savoir ce que c'est que la médecine de catastrophe, comment on est sur le terrain, avec qui on va travailler, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, de qui on prend les ordres, etc., etc. Donc il y a toute... et comment on s'inscrit, comment l'action de la CUM s'inscrit dans un plan de secours qui a été élaboré bien en amont. Et qui permet justement, ce plan permet justement de répondre de façon, on va dire, schématiquement, un peu caricaturellement, un petit peu automatique à des situations exceptionnelles. On ne peut pas les prévoir, mais on a quand même un certain nombre de lignes directrices pour pouvoir être immédiatement efficace sur le terrain.
Les personnes des CUM sont des volontaires, oui. Les personnes des CUM sont des professionnels de santé, formés, avec un niveau de formation très important, avec un niveau d'exigence très important, avec également pour une très grande partie, une pratique antérieure de la psychotraumatologie, mais moins en urgence, hein, avec cette fameuse phrase qu'on ne fait bien dans l'urgence que ce qu'on fait bien au quotidien. Hein, donc voilà, ça il faut vraiment insister là-dessus. Après, pour répondre à la question très organisationnelle, vous savez, les CUM, c'est de la psychiatrie de catastrophe, et la psychiatrie de catastrophe est une des branches ou un des bras de la médecine de catastrophe. Voilà, donc c'est vraiment la situation sanitaire exceptionnelle. Alors, on peut engager des CUM pour une psychotraumatologie un petit peu plus quotidienne, hein, c'est pas forcément des attentats, des catastrophes accidentelles, naturelles majeures, hein, mais je pense que je sais pas, Patrice, au tout début, quand t'es arrivé, je pense que l'ADN de ces CUM, c'est quand même la catastrophe, quoi, hein, c'est quand même quelque chose qui est dimensionné à un tel point que ça dépasse les capacités de secours. Puis on a engagé quand même sur un nombre important d'impliqués. Ouais. On va par exemple, ça serait exceptionnel quand même qu'on intervienne pour 2 personnes, parce qu'il y a d'autres dispositifs. Et le fait effectivement que ça soit organisé, c'est très important, parce que sur le Bataclan, on s'est rendu compte qu'il y avait des électrons libres qui se disaient appartenir au CUMP, il y avait au moins un, et qui ne faisaient pas du tout partie des CUMP. Donc, quand il y a vraiment énormément d'impliqués, et qu'il faut intervenir régulièrement, c'est compliqué s'il y a des personnes qui n'appartiennent pas à la CUMP et qui interviennent en électrons libres. Donc, alors, l'organisationnel me paraît fondamental, moi. En fait, on est avec les équipes du SAMU. Hein, oui. Voilà, c'est marqué SAMU avec le numéro du département. Éventuellement, en dessous, c'est le terme CUMP est rajouté. C'est la branche médicale des secours sur le terrain. Il y a la branche qui est plutôt du fait des sapeurs-pompiers ou de la sécurité civile, qui s'occupe de contrôler, de réduire le sinistre, d'essayer d'éteindre les flammes de l'incendie, etc., de nous apporter un petit peu de sécurité ainsi qu'aux impliqués et aux victimes. Et nous sommes intégrés dans la partie médicale qui donne des soins et qui va faire ce dont vous parliez tout à l'heure, le fameux triage. Voilà, alors comment ça se passe? Vous arrivez sur le terrain, vous êtes appelé sur site de catastrophe. Quel est votre protocole d'action? Comment ça se passe? On a, et à la différence d'ailleurs des anglo-saxons, un mode d'approche très sanitaro-centré, quand même très centré sur le sanitaire et sur le soin, dont la première étape est celle de la lecture ou du recueil ou de l'évaluation clinique. Alors, on parlait tout à l'heure de dissociation, de stress dépassé. On va d'abord repérer les gens qui, par les manifestations cliniques qu'ils présentent, nous semblent être les sujets les plus à risque de développer des troubles ultérieurs. Voilà, ça c'est quelque chose de clair. Hein, ce qui fait que dans certaines catastrophes, voilà, on ne voit pas forcément tout le monde de manière systématique. Hein, on est dans une approche très médicale, très experte, très clinique. Les anglo-saxons sont dans une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus psychosociale. Hein, voilà, et ce premier temps, c'est le temps de l'évaluation. L'évaluation, c'est aussi de l'observation, de l'observation clinique. Et puis après, avec nos entretiens, hein, on arrive à hiérarchiser ces risques sur des éléments physiologiques, on a même des outils, enfin voilà. Tout ça est extrêmement bien structuré pour permettre à, voilà, un peu sur le modèle de la médecine de catastrophe, hein, distinguer des urgences relatives, des urgences absolues, et puis plutôt des urgences différées. Et dans les premiers temps, en fait, dans les 24 premières heures, on est déjà aussi dans une phase informative. Par rapport aux réactions qu'on peut avoir, ce à quoi on peut s'attendre. On parlait tout à l'heure le normal face à une situation anormale. Donc on est déjà en train de mettre en place, par le fait d'informer et de donner aussi des stratégies. Oui, dans ce côté pédagogique, là, un peu éducation. Dans ce côté pédagogique, des éléments qui sont utiles pour la personne. Donc vous avez des entretiens avec les personnes qui ont vécu ces événements, et à travers ces entretiens, vous établissez un... Si c'est de l'individuel, mais si c'est du groupe aussi. C'est par l'observation. Quels sont les signes, en fait, que vous recherchez?
Vas-y. Ce qu'on recherche déjà, c'est est-ce que la personne est dissociation péritraumatique ou pas. Est-ce qu'elle a une réaction très exacerbée? Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, si on pleure énormément et qu'on crie, c'est pas normal, c'est normal en fin de compte. Mais c'est de pouvoir, pouvoir réintégrer ça dans quelque chose justement de l'ordre de la normalité. De savoir qu'il nous est arrivé quelque chose de terrible, on a eu des réactions qui peuvent paraître disproportionnées, où on se dit, finalement, je suis incapable de faire face, comment se fait-il que je me sente dans cet état? C'est déjà quelque chose qui aide la personne, en fait. C'est une première étape. Peut-être on va dire le terme, c'est ce qu'on fait dans les premières heures, premières 24 heures, c'est ce qu'on appelle le diffusing, qui est un mot évidemment anglo-saxon, donc on n'a pas trouvé, à moins que vous ayez un déchocage psychologique. Déchocage psychologique, parce que cette phase de choc, finalement, en fait, tout est possible dans la phase de choc. Mais est-ce que cette phase de choc va finalement petit à petit s'estomper et les réactions qui vont apparaître vont aussi s'estomper au fil du temps? Parce qu'on fait aussi le pari que tout peut s'estomper pendant le premier mois. Le diffusing, c'est une étape normale d'une personne qui a vécu un traumatisme et qui va, les lumières vont s'éteindre. Il faut le temps de la digestion. Et moi, j'ai envie de dire, évidemment, on utilise les classifications, mais je les trouve très arbitraires parce qu'en fait, chaque sujet a un temps qui lui est propre pour digérer l'expérience. Donc, mais ce qui est important, et là je vous rejoins totalement, c'est cette évaluation finalement. Si on peut évaluer en immédiat, post-immédiat, on a déjà des éléments qui vont nous faire dire, on va porter plus attention à cette personne qu'à une autre qui finalement va avoir peut-être moins de symptomatologie ou qui peut en parler plus facilement. C'est la clinique. C'est la clinique. Voilà. C'est vraiment cette clinique immédiate. Là, on revient sur stress dépassé et ou dissociation péritraumatique. Voilà. Ce sont ces sujets-là dont on sait qu'ils sont plus à risque que les autres qui vont faire l'objet de toute notre attention. Et une fois que vous avez fait ce tri, comment ça se passe? Vous faites de la psychoéducation auprès des personnes? Peut-être quand même qu'il faut pas se limiter au tri. Je pense que cette intervention immédiate, c'est aussi avant tout un accueil, et on offre à ces personnes un cadre qui vient les rassurer, alors qu'ils ont vécu quelque chose, une expérience totalement hors du commun, où ils étaient complètement perdus, menacés, etc. On va leur offrir on a appelé ça un SAS à un moment donné, un SAS premier sas de décompression, où ils doivent se sentir en sécurité, ils doivent se sentir accompagnés, accueillis par d'autres êtres humains, on va dire, et où ils peuvent petit à petit récupérer la capacité de s'exprimer. Je crois que c'est très important. Nos amis psychiatres militaires insistent sur ce moment où il y a une suspension des possibilités du langage, au moment de la confrontation à l'événement. Et effectivement, l'entretien, c'est un dialogue. Ça permet donc d'échanger. Moi, en tant que soignant, je vais parler avec la personne et la personne, elle va me répondre. Et notamment, c'est la façon qu'elle a progressivement de récupérer la possibilité de me répondre qui est un indice très important pour nous. Et qui va permettre cette fameuse ventilation émotionnelle, quand le langage est revenu et que les choses sont en train à peu près de se restructurer, pouvoir parler de la peur, de la mort, des émotions, des sensations, enfin voilà, de ce maelstrom de sentiments tous aussi violents les uns que les autres, là, qui effectivement, jusque-là, sont assez indicibles, enfin, ne pouvaient pas être dits. Donc, à travers ce tri, c'est aussi des premières démarches d'intervention, c'est d'amener les gens à parler, c'est ça? D'amener les gens à exprimer leurs ressentis? Il faut nuancer beaucoup ça. On aide les gens à pouvoir à nouveau communiquer. Par contre, il est strictement interdit de les interroger sur ce qu'ils ont vécu. Il ne faut surtout pas, dans cette période des premières minutes, des premières heures, titiller le souvenir traumatique, au risque de le consolider encore plus qu'il ne risque de le faire et d'aboutir donc à un syndrome psychotraumatique. Donc, on est plutôt, donc je le dis, on les rassure,
on leur assure qu'ils vont être pris en charge, qu'ils vont être encadrés, et on essaye avec eux de se projeter dans l'après-événement. Un après-événement où ils vont reprendre contact avec plus ou moins la vie normale, leurs proches, etc. Donc ça, c'est aussi cet accompagnement dans ce retour à la vie normale qui est très important dans ces interventions immédiates. Ça les ancre dans le réel aussi. Ça permet de se séparer de l'événement qu'ils viennent de vivre. Malheureusement, l'événement était extrêmement réel. Puis remettre... C'est on va dire, le quotidien. Nathalie on essaye de revenir petit à petit dans le quotidien. Et dans la sécurité. Nathalie Prieto dit remettre l'ici et le maintenant, quoi. C'est vraiment ça, remettre l'ici et le maintenant. Est-ce qu'il y a des attitudes qui sont à proscrire avant de détailler en fait en quoi consiste votre intervention, parce qu'il y a une intervention d'immédiateté et qui s'inscrit après dans la durée. Il s'agit de flécher les patients à risque, faire de la psychoéducation et les flécher vers des parcours de soins. Mais est-ce qu'il n'y a pas des attitudes de soignants, de personnes qui interviennent en pensant bien faire, qui peuvent être toxiques en fait, comme par exemple d'être intrusif, ou alors de minimiser l'événement, de dédramatiser ou de déculpabiliser. C'est pas notre rôle de faire cela, en fait. Dédramatiser, c'est comme si on pensait qu'on sait mieux que la personne ce qu'elle a vécu. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui protège d'une certaine manière aussi le sujet. C'est sa manière aussi de gérer la situation. Un petit peu comme on disait, la dissociation, ça peut paraître quelque chose de très... difficile en fait, parce qu'effectivement il y a une symptomatologie qui interpelle, mais en même temps c'est pareil, c'est un mécanisme de défense. Donc on peut travailler la culpabilité, mais on va pas déculpabiliser, on va la travailler par un questionnement d'une certaine manière. Il ne faut pas faire interférence avec le ressenti des personnes. C'est ça? Oui, c'est-à-dire... oui. Vous n'allez pas, on doit tout accepter reconstruire l'expérience que viennent de vivre les gens. Hein, c'est pas à vous c'est à lui petit à petit, avec le temps qui passe, d'élaborer un peu autour de ça, peut-être d'arriver à le resituer dans son histoire de vie, etc. Mais c'est pas à nous de dire d'emblée, mais vous êtes vivant, il s'est rien passé, quoi. Et c'est bien pour ça que c'est une histoire de soignants. Et c'est bien pour ça que les cellules d'urgence médico-psychologique recrutent des soignants, des gens qui ont l'habitude de cette alliance thérapeutique, de ce décodage clinique pour éviter des clichés dont on sait qu'ils peuvent être d'une violence inouïe et traumatogène. Oui, et traumatogène. Voilà, enfin en tout cas, faire pire que mieux, qui serait, comme dit Patrice Louville, c'est pas si grave que ça, ça aurait pu être pire. Vous êtes en vie. Vous êtes en vie, c'est pas de votre faute, voilà, c'est fini, c'est tout. Ou alors la prescription de l'oubli, j'adore ça, faut oublier, c'est pas grave, faites comme si ne rien n'était, faites comme si rien ne s'était passé. Là, ça, c'est des choses qui pourraient pour certains ne sembler que bêtes, mais en fait, qui sont des choses dangereuses, qui sont vraiment des assertions dangereuses et qui dénotent, encore une fois, l'incompétence de certains qui s'auto-proclameraient secouristes médico-psychologiques. Ça, c'est aussi un aspect quand on reçoit des gens plus tard dans les consultations. Un certain nombre viennent en disant d'emblée aidez-moi à oublier. Alors je les déçois toujours beaucoup, je disais vous ne pourrez pas oublier, mais vous pourrez vous en rappeler différemment. C'est ça le but vivre avec, le but de la thérapeutique. Mais je vais vous apprendre à vivre avec, quoi. C'est ça, Oui, c'est pas vivre avec, mais le reconsidérer différemment. Quoi. Donc oui, en immédiat, il y a vraiment des choses à pas faire. Mais on n'oublie pas. Comme une expérience. De toute façon, on ne peut pas oublier. Moins agréable, effectivement, et pas agréable du tout d'ailleurs. Mais et désactiver, en quelque sorte. Désactiver. Voilà. Désactiver l'émotionnel, en fait, c'est ça le but. J'avais, en préparant cette émission, qu'il fallait soutenir la verbalisation spontanée des ressentis, des émotions et des pensées des personnes, pour les aider notamment à diffusionner avec elles. Ouais. Est-ce que... Je sais pas, moi, la diffusion, c'est toujours un truc qui m'a semblé un peu barbare, cette histoire de diffusion, un peu compliqué. Oui, c'est pas moi. C'est dans la CT. Ah oui, c'est ça, ouais, donc, bon, vas-y. On diffusionne les pensées. D'accord. On dissocie les pensées, les cognitions. J'ai la pensée que. D'accord. Mais plutôt que, je pense, la pensée vient de manière assez spontanée, ce qu'on appelle les pensées automatiques. Donc, par exemple, je pense que je suis nulle. Diffusionner, c'est dire j'ai la pensée que... D'accord, c'est une pensée en fait, d'accord. C'est une pensée. Une espèce de cognition erronée alors, non alors, non, c'est encore autre chose. Moi, par exemple, je dirais pas restructuration cognitive comme on fait pour d'autres pathologies, je dis c'est un travail
cognitif qu'on peut faire de manière différente. On peut réinterpréter, la personne réinterprète finalement sa pensée. Là, on peut le faire avec des bases de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou par la mindfulness aussi, puisque ça en fait partie. Mais on peut le faire aussi en interrogeant sa pensée et en la confrontant à la réalité. Ça, c'est plus du travail à la réalité de ce qui se passe pour le sujet. Et ça, c'est un travail effectivement cognitif. Ce dont on vient de parler, c'est pas du tout le contexte de l'urgence. Non. Hein, effectivement, ce que vous avez dit, qu'il faut accueillir la parole spontanée de la victime qui émerge de l'horreur du moment où elle a failli mourir. Effectivement, il faut accueillir et entendre avec beaucoup d'empathie cette parole spontanée. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut surtout pas la provoquer. Mm. Si elle n'est pas là spontanément, il faut pas aller la chercher. Alors, je suis d'accord avec vous deux, hein. Les cognitions, la parole, puis c'est quand même un truc, d'ailleurs, c'était votre question. La question, c'est aussi la question des émotions. Hein, ce que vous parliez, c'est justement l'expression des émotions, la ventilation des émotions, alors de l'abréaction à la catharsis, en passant par les ressentis, les affects. Mais c'est ça, hein, je pense que, enfin, je sais pas, c'est la trame quand même, enfin, ça me semble moi, être la trame de ce qu'on fait, de ce qu'on fait en immédiat. Hein. C'est sortir, en fait, de l'état d'être frozen. Dès lors que la personne... Frozen. Pardon ? Ils ne sont pas tous frozen. Pas tous, mais oui, dès lors que la personne est en mesure de le faire. Mais on essaie d'être un petit peu plus explicite sur... Vous repérez, vous êtes sur un site de catastrophe, vous avez fait un tri, vous repérez une personne qui vous semble qu'elle va manifester un stress post-traumatique. Donc, un trouble de stress aigu. Un trouble de stress aigu. Comment vous travaillez dans cet accueil, en fait, de cette personne? Alors, comment ça se passe? On va pas simuler un entretien, hein, mais encore une fois, je pense que c'est les réponses, elles sont également dans tout ce qu'on vient de dire, hein, dans le voilà. Alors, hein, voilà, est-ce que et puis en plus, ça dépend tellement de la clinique. En fait, cette question-là, on entend ça, c'est compliqué d'y répondre parce que c'est sujet dépendant, événement dépendant, clinique dépendant. Hein, enfoncer une porte ouverte, mais celui qui n'a pas encore eu vraiment accès à la parole, qui est encore comme ça, très englué, très scotché dans les dissociations, vous n'avez pas, voilà, l'entretien. Parfois, ça va être le mettre en sécurité et puis réinscrire un peu l'ici et le maintenant et des besoins primaires, hein, alors que celui qui a déjà un peu plus accès au langage, on peut lui demander alors qu'est-ce que vous souhaitez en parler là, hein, est-ce que vous souhaitez parler de ce qui s'est passé, et on va pas tellement plus loin parce que d'abord, c'est un temps assez court, hein, l'immédiat. Hein, c'est souvent, enfin, on intervient sur un temps long, nous, mais pour la personne, on va rester quoi, 3/4 d'heure. Pour un petit groupe, une famille, ça dépend après, hein, de chaque cas de figure, mais oui. Ça dépend beaucoup des situations. On aborde des situations, on intervient sur des situations extrêmement diverses, et on va dire c'est pas la même chose que de s'occuper de quelques familles qui ont échappé à un incendie d'immeuble, que par exemple François et son équipe qui étaient à la mairie du 11e dans la nuit et le lendemain du 13 novembre, ils ont vu passer plus de 150 personnes. Donc voilà, c'est des situations extrêmement différentes. Mais au risque de savoir un peu, enfin vous, les spectateurs, je n'ai pas de réponse stéréotypée. C'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que vous faites devant un arrêt cardiaque. Bah, ça dépend de son origine, ça dépend de... Voilà, hein, donc là, bon. Néanmoins, il y a comme ça des grandes règles, on en a parlé, l'expression des émotions, des affects, des sentiments. S'il y a une ventilation émotionnelle, j'ai envie de dire, c'est de surcroît. On ne l'a pas provoqué en immédiat. On est là pour aussi mettre du contenant, en fait. Hein. Vous informez les personnes traumatisées sur la possible survenue d'un TSPT, sur des signes qui peuvent, des démarches de la psychoéducation, sur ce qui peut éventuellement survenir, ce qui va survenir mais pas forcément de manière durable, et la manière dont ils peuvent y faire face. Comment ça se passe? C'est une des premières choses qu'on a conçues dans le groupe de travail autour de Louis Croc, notamment avec d'autres psychiatres militaires. Je pense à professeur François Le Bigot, docteur Alain Payen, et donc Gérard Lopez dont on a déjà parlé, Carole Damiani qui était la psychologue à l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation. Eh bien, quasiment une des premières actions, ça a été de rédiger ce qu'on appelle la note d'information aux victimes.
C'est-à-dire que notre expérience nous avait déjà montré que nous allons devant des gens dans l'immédiat, dans les premières minutes, les premières heures, et nous savons très bien que près de la moitié d'entre elles ne se souviendront jamais de cet entretien. Parce que les capacités de mémorisation sont tellement perturbées dans ces premières minutes, dans ces premières heures, que bon, notre action sur le moment est très importante, mais elle ne laisse pas nécessairement de traces dans l'esprit de ces Oui, sujets. c'est pas parce qu'ils ne s'en souviennent pas que ça n'agit pas. Oui. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on a dit, on va leur laisser un document écrit dans lequel on fait des choses très simples, rédigées dans un langage accessible au plus grand nombre. On leur décrit d'une part ce qu'ils ont pu ressentir sur le moment. Vous avez ressenti le cœur qui bat, des angoisses, etc. Et puis ce qui peut survenir dans les jours qui suivent. Alors c'est pas le stress post-traumatique, c'est plutôt les symptômes de ce qu'on appelle le stress aigu. Mais c'est les premiers cauchemars, c'est les premières reviviscences, c'est le fait d'avoir du mal à, par exemple, à sortir de chez soi, à prendre les transports en commun. C'est le fait d'avoir des troubles du sommeil, c'est le fait de se sentir peut-être déjà irritable, d'avoir des manifestations dépressives, etc. Et quand les personnes, et on avertit aussi que ces manifestations, bien entendu, concernent aussi les enfants, mais quelquefois plus souvent les enfants que les adultes d'ailleurs, que si dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, ils ressentent ce genre de manifestations, ils sont invités à les consulter et le document comporte la liste des lieux de consultation proches de ces personnes, qui sont souvent d'ailleurs ouverts en tant que de besoin après les événements. Voilà, donc, et c'est un document écrit. Quand nous sommes sur le terrain, nous le remettons à toutes les personnes avec qui nous sommes entretenus. Et on espère que quelques jours après, ils vont le retrouver au fond d'une poche et me dire « Ah tiens, c'est quoi ça ? Je sais pas comment je l'ai eu, mais c'est intéressant. Et je vais aller consulter. » Est-ce que vous êtes amené à suivre des gens ? Est-ce que vous intervenez donc dans l'immédiateté, ou quasiment. Après, ça s'inscrit dans des traitements sur le moyen et long terme. Bien sûr. Vous êtes amené à suivre des gens sur Bien sur sûr. la durée ? Déjà, moi, j'aime bien préciser que ces temps d'évaluation, prise en charge, et bien la prise en charge aussi, les soins immédiats, ne sont que l'amorce, ou que la première étape d'un processus thérapeutique qui, s'il a lieu d'être, d'ailleurs, va être un processus qui va prendre un petit peu plus de temps. Donc on est vraiment dans cette première étape, qui est absolument déterminante, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga du truc. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que certains se sont essayés à étudier l'efficacité de ce temps-là unique. S'il n'y a que ce temps-là... Ça peut suffire dans certains cas à désamorcer, mais... c'est peu quand même. Mais je rajouterais, en tout cas, c'est mon expérience de la CUMP 94. Là, récemment, quand on a reçu donc les personnes qui venaient d'Ukraine, on essaie, quand on peut, prendre leurs coordonnées téléphoniques pour les rappeler en post-immédiat. En tout cas, mais c'est pas toujours possible. Pour répondre de manière précise, les volontaires, les bénévoles, qui travaillent dans les CUMP sont généralement les mêmes acteurs que ceux qui animent des consultations du psychotraumatisme, que ce soit ou pas. Maintenant, ça s'est un peu structuré avec les fameux CRP, les centres régionaux de psychotrauma, mais voilà, même hors CMP, une large majorité de ces professionnels, suivent des gens sur le moyen long terme, qui parfois sont les gens, les sujets, qui sont devenus des patients, qui étaient sur le terrain au moment même de l'événement. Oui. Parmi les mécanismes d'évitement qui peuvent se mettre en place suite à un traumatisme, il y a la dictologie, enfin la toxicomanie, les choses comme ça. Est-ce que vous le confirmez ? Je confirme tout à fait. D'autant plus que j'ai aussi une activité d'addictologue dans mon service et que nous accueillons dans notre unité d'hospitalisation des patients qui viennent pour arrêter l'alcool ou une autre substance, et on repère assez souvent qu'ils ont aussi un stress post-traumatique. Ça fait partie vraiment des troubles les plus fréquemment associés au stress post-traumatique, le fait de développer donc une appétence pour un produit. Alors c'est pas nécessairement l'alcool. L'alcool est fréquent. Ça peut être aussi, bien entendu, les tranquillisants, les benzodiazépines, et puis le cannabis, les opiacés, etc. Donc
Tout ce qui est anesthésie. Alors oui, c'est rarement des psychostimulants quand même. Hein. Mais les sujets eux-mêmes, c'est un peu une des expériences du Vietnam. Hein, c'est beaucoup plus sur des molécules qui apaisent, ralentissent, sédatent, que des molécules qui seraient boosters émotionnels. Hein. L'émotion, ces patients-là, ils perçoivent bien qu'il faut plutôt la diminuer que la booster. Quoi. Voilà. Et donc, effectivement, un des modèles, c'est que on va prendre la substance pour atténuer la surcharge émotionnelle qui est due aux manifestations de reviviscence du psychotrauma. Et ça empêche, du coup, ça met un couvercle sur les émotions négatives et Absolument ça empêche le travail. Ça marche pas. Le problème, c'est que ça marche pas. Ça marche pas. Ça exacerbe. Oui. Parce que c'est insuffisant. Parce que le traumatisme a sa propre cinétique et il est très vivace. Sa propre vie. Ouais. Et au contraire, vous doublez en fait la charge pathologique. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui a juste un stress post-traumatique ou quelqu'un qui a juste un problème d'addiction, eh bien celui qui a les deux, c'est pas 2 fois plus, c'est multiplié par 3 ou 4 la gravité des conséquences. C'est absolument essentiel de dire qu'il y a un peu une manie en France, dès que quelqu'un va pas bien, de lui coller des tranquillisants, et ça peut être non seulement pire que bien, mais oui, aggraver les troubles. Oui, alors, elles ont leur place quand même, hein, les benzodiazépines, pour ne pas les nommer. Ponctuellement, voilà. Il ne faut pas non plus jeter l'opprobre de manière un peu trop systématique sur ces fameux tranquillisants qui sauvent beaucoup de vies, hein, comme les antidépresseurs, comme les thyrorégulateurs, comme d'autres molécules. Voilà, bon. Après, la question de l'alcool et des abus de substances, elle est également très intéressante à la lecture du risque suicidaire. Encore une fois, on répète encore que ce trouble de stress post-traumatique et ces syndromes psychotraumatiques arrivent rarement seuls, se compliquent très souvent, comorbidité ou pas, peu importe, se compliquent très souvent, plus d'une fois sur 2, dépression, d'autres troubles anxieux, d'abus de substances psychoactives, et tout ça, vous imaginez bien que ça converge bien pour augmenter de manière significative le risque de tentative de suicide et le risque de mort par suicide. Mais pourquoi encore ? Parce que, comme vous dites, en fait, ça exacerbe le problème, et qu'en fait, ça vient contrer le traitement psychothérapeutique qui consisterait à réassocier en fait les émotions, les pensées de l'événement pour le traiter et le mettre dans la mémoire historique. Alors que là, le fait de s'anesthésier avec différentes substances, ça exacerbe le problème et ça empêche ce travail de deuil, je ne sais pas si je peux employer ce terme-là, ce travail de soin, de guérison psychique de l'événement. Parce qu'on pourrait imaginer que ça marche, après tout, je me bourre la gueule, je suis anesthésiée, et puis les choses en restent en l'état. Ça pourrait circuler pour mieux sauter. Ça fait pas du bien au corps, mais on pourrait imaginer que ce soit une stratégie viable. Mais non. Et en l'occurrence, c'est le contraire. C'est pas une stratégie viable parce que, je le redis, c'est pas efficace. Vous êtes quand même envahi par les souvenirs, par les émotions négatives, et en plus vous avez les conséquences directes du problème addictif. Alors le stress post-traumatique, même isolé, il est en lui-même, comme le souligne très bien François Ducrot, il est lui-même très suicidogène. Et alors si vous y associez effectivement d'autres troubles comme la dépression ou les addictions qui sont eux aussi en eux-mêmes suicidogène, vous avez effectivement une augmentation très forte des possibilités de suicide. La 131e victime du Bataclan, c'est un suicide. L'alcool, il est dépressogène, il modifie les cognitions, perturbe le rapport au danger, etc., etc. Et il favorise le passage à l'acte. Vous imaginez bien que alcool, trauma ou pas d'ailleurs, si en plus il y a du trauma et un trouble psychotraumatique, le cocktail est absolument... ça empêche le travail psychothérapeutique. Donc il faut s'intéresser à ça d'abord. Oui. Donc le traitement, c'est un travail psychothérapeutique de réassociation. Alors après, il y a une vraie question intéressante, qui est une question un peu d'expert, c'est est-ce que dans les liens entre trauma et suicide, est-ce que ça passe systématiquement par la case trouble de stress post-traumatique ou pas ? En gros, est-ce que d'avoir été victime d'un événement traumatique,
sans en être tombé malade, hein, est suffisant pour augmenter le risque de mortalité suicidaire, c'est-à-dire tentative de suicide et suicide accompli, bah plutôt oui quand même. Alors évidemment dans une bien moindre mesure que si après l'événement traumatique s'est développé un trouble de stress post-traumatique, où là le risque suicidaire est multiplié par 30, 40, 50, 60. Bon, hein, mais ça c'est quand même intéressant, hein, c'est que, et ça notamment pour les violences sexuelles dans l'enfance ou d'autres violences dans l'enfance, hein, c'est que hein, le poids de ça, même s'il ne se développe pas un trouble psychotraumatique, le poids de ça sur le risque de suicidaire à l'adolescence est déjà important, quoi. Le débriefing, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le débriefing? Eh bien, c'est un bilan de fin de mission. Parce que s'il y a briefing avant la mission, il y a débriefing à la fin de la mission. Je pense que la question est sur le débriefing psychologique. Oh, je sais bien, mais c'est pour dire que le terme n'est pas approprié parce qu'il s'adresse à des personnes qui interviennent sur le terrain et qui doivent y retourner avec une forme très structurée qui était le débriefing selon Mitchell, qui n'est pas critiquable en soi, malgré toutes les critiques qu'on a pu faire, puisqu'il ne s'adressait pas aux victimes. Il s'adressait aux intervenants avec une forme structurée. Et du coup, le général Kroc, collègues, ont mis en place plutôt ce qu'on appelle l'IPPI. Donc, en fait, c'est une liste de questions, c'est un protocole qui s'adresse aux soignants, aux personnes qui sont au contact. Alors, qui a été traumatisé. On va essayer d'être schématique. Oui, c'est ça. Effectivement, le débriefing, par rapport à votre question, le débriefing, c'est plutôt l'intervention qui s'adresse aux professionnels et l'intervention psychothérapeutique post-immédiate, qui se situe dans le même temps à peu près, c'est celle qui est destinée aux victimes directes de l'événement. Voilà. L'intervention psychothérapeutique post-immédiate, c'est une technique qui a été développée au sein des cellules d'urgence médico-psychologique, qui est issue en fait de notre pratique des premières années, de nos constatations, et du fait que nous nous sommes aperçus justement que le débriefing psychologique n'était pas vraiment adapté à notre pratique auprès des victimes, et on l'a amélioré, on a sur d'autres fondements théoriques aussi, et on a proposé cette intervention psychothérapeutique post-immédiate qui est dans laquelle finalement nous nous sentons mieux et pour laquelle nous constatons que les personnes effectivement s'inscrivent beaucoup mieux au cours de ces séances. Alors c'est pas des séances de questions, hein. C'est vraiment, c'est pour ça on aime bien ce terme de psychothérapique. C'est un moment dans lequel, alors le plus souvent ça se pratique en groupe. Avec un groupe déjà constitué. Avec un groupe de personnes qui se connaissaient, qui se connaissaient théoriquement, qui se connaissaient normalement, et qui avaient l'habitude de fonctionner ensemble avant l'événement, qui ont été pris ensemble par l'événement, et qui vont continuer à fonctionner ensemble après l'événement. Ça, c'est la théorie. Après, on a droit à des petites déviances, mais en fait, c'est ça la théorie. Ça, c'est pour le groupe. Si on le fait en individuel, effectivement, bon, la question de... Mais il y a un intérêt à traiter les gens en groupe. Oui, il y a un intérêt à traiter les gens en groupe. Genre, justement, le groupe existait auparavant. D'accord. Et qu'il y a déjà une cohésion entre les personnes. Donc là, c'est un travail psychothérapie qui s'inscrit dans la durée. Oui, qui s'installe et qui permet également, parce qu'on fait une IPPI, par exemple, mais on annonce toujours la possibilité d'avoir des entretiens post-groupe. C'est pas, on fait une action et ça s'arrête là, en fait. Non, ça amorce. C'est pour ça qu'on dit qu'il est psychothérapeutique, parce qu'on est déjà dans une amorce. Et c'est assez libre, c'est-à-dire contrairement à quelque chose de très structuré, où je vous donne un exemple, on passe la phase, alors il y a toujours une phase d'introduction, on explique comment ça va fonctionner, la phase des faits, la phase des cognitions, la phase des émotions, la phase des réactions qu'on peut avoir, l'information, et puis retour à la vie normale. Ça, c'est le débriefing. Ça, c'est le débriefing pour les intervenants, les sauveteurs, enfin, les intervenants sur le terrain. Militaire, tout ce qu'on veut. Sur l'IPPI, en fait, on part du moment de l'événement, comment ça s'est passé pour eux, et là, ils ont la possibilité d'en parler comme ils ont envie d'en parler. C'est-à-dire celui qui a envie de parler d'abord des émotions, même si ce serait judicieux qu'il parle d'abord des faits, mais bon, il peut parler de ses émotions. Quelqu'un d'autre qui a envie de parler des cognitions,
il parle des cognitions. Bon, alors donc, au moment de l'événement, aujourd'hui et après. 3 phases par rapport, par exemple, au débriefing psychologique qui était plutôt sur cette phase. Et donc là, c'est le rôle du leader et du co-leader, ou de l'animateur et du co-animateur, de permettre, de faciliter la parole, de ne pas oublier des personnes qui ne se sentiraient pas à même de s'exprimer, d'être sûr que, bon, au bout du compte... Et le fait d'être en groupe, ça doit permettre de libérer la parole aussi. Et du coup, le fait d'être en groupe libère la parole, et les personnes peuvent se rendre compte que finalement, les autres ont aussi des réactions similaires. Ça, c'est très important. Il y a ce côté, constater que les autres traversent un peu les mêmes difficultés que soi, et il y a surtout le soutien qu'apportent les autres membres du groupe. On est soutenu au sein du groupe. C'est pour ça que c'est important que ce soit des gens... Soutien par ses pairs, et pas uniquement par des soignants. Exactement. Alors, par rapport à ce que disait Annick, effectivement, c'est important de rappeler que le traumatisme, qui est en train de se constituer à ce moment-là, puisque l'IPPI, ça se fait dans la première semaine, pour être schématique, pas trop tôt, pas trop tard, mais déjà, si le psychotraumatisme est déjà en train de se constituer, le souvenir de l'événement vous ramène en permanence dans le passé. Le passé, c'est le moment où vous avez vécu l'événement, il y a quelques heures, enfin il y a quelques jours, et vous y êtes en permanence ramené. Et justement, un des principes de l'IPPI, c'est qu'on part de cet événement passé, qui est encore un petit peu dans notre présent, et on va vraiment dans le présent réel, et ensuite on va se projeter dans l'avenir. Donc on s'éloigne petit à petit de l'événement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous propose de faire un dernier tour de table pour revenir sur des éléments qui vous sembleraient importants, saillants d'insister ou qui n'auraient pas été abordés. Et alors je ne sais pas si ma remarque, vous allez la trouver pertinente ou pas, et vous avez le droit de ne pas la trouver pertinente du tout, mais j'ai un petit peu, pas d'expérience directe évidemment, mais indirecte de la médecine de catastrophe, la médecine d'urgence, et je me doute qu'en tant que psy d'urgence, psy de catastrophe, il y a un facteur humain qui est très très fort. Vous êtes à la rencontre de personnes qui ont vécu, qui vivent régulièrement des choses absolument extrêmes, et c'est pas n'importe quel psy en fait, et comme c'est pas n'importe quel médecin qui font face à ce type d'événement. Ça entre en résonance avec vous. Il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu addictif quelque part, en tout cas de renforçant, parce que vous êtes particulièrement, les médecins urgentistes sont extrêmement renforcés par leur pratique, extrêmement. Enfin, c'est quelque chose, c'est un climat très particulier. J'imagine qu'en tant que psy d'urgence, vous vivez la même chose, des choses similaires. Oui, alors moi, il y a un papier très provocateur il y a quelques années là qui parlait de la traumatophilie des médecins urgentistes. Je trouvais ça un peu... Voilà. Bon. Oui, non, je pense pas que nous, psychiatres de catastrophe, ou psycho de catastrophe, s'il faut se définir comme ça. D'ailleurs, j'aime mieux qu'on se définisse comme spécialiste de la psychotraumatologie. Certes d'urgence, mais d'ailleurs, en général, pas que d'urgence. Je ne trouve pas qu'on soit plus ni fait pour, ni attiré par. On a peut-être développé des capacités de tolérance quand même, parce que justement, on a augmenté le niveau de... On encaisse, comme encaissent des médecins urgentistes et les smuristes qui, comme d'autres primo-intervenants d'ailleurs, sont confrontés au quotidien de manière brutale à des choses qui sont assez représentables. Je pense que en plus déjà ça se fait pas tout seul. On est également très précautionneux par rapport aux professionnels les plus jeunes, en essayant de développer, si possible, un niveau de compétence qui va augmenter également leur capacité d'adaptation, de résilience. Donc, moi je serais un peu moins systématique. Je pense qu'au début, effectivement, il y a de l'adrénaline. Moi, je commençais en 98. Je me souviens de l'adrénaline, en fait, que ça me procurait d'intervenir sur le terrain, que je n'avais pas sur la clinique normale. Et puis, il y a aussi quand même, moi, je trouve quand même qu'au bout d'un moment... il est important qu'on prenne en compte nos propres émotions, nos pensées, nos jugements de valeur, qu'on s'interroge, de toute façon on le fait, et puis on est débriefé ensuite, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on ressent finalement. Il y a des moments où on est dans la fatigue, quoi. On est dans la fatigue, on est
un peu plus épuisé. Et donc, on est peut-être moins, finalement, dans l'empathie. Donc, il faut qu'on fasse très attention à nous-mêmes. Je ne m'estime pas, pour ma part, à être plus impacté par non. Travailler une journée ou deux sur le terrain en situation de sanitaire exceptionnelle qu'on peut l'être dans une garde de psychiatrie, dans n'importe quel service d'urgence de France, une Navarre, où on bosse 12 heures de suite à voir des patients qui ont des cliniques très bruyantes, pour lesquelles il y a des enjeux thérapeutiques majeurs, des enjeux... Enfin, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter un mot? Pour dire d'abord une chose, c'est que ce modèle des cellules d'urgence médico-psychologique qu'on a créé il y a maintenant 25 ans, c'est un modèle original, français, disons-le, soyons fiers, d'intervention au plus proche de l'événement, auprès de nombreuses victimes. Ça a permis déjà l'essor de la psychotraumatologie dans notre pays. C'est un modèle qui est maintenant repris dans un certain nombre d'autres pays. Je pense notamment aux cellules d'assistance psychologique qu'on a contribué à créer en Tunisie après les attentats de Sousse et du Bardo en 2016, et qui fonctionnent vraiment sur ce modèle original français. Et pour dire effectivement par rapport à votre question que personnellement, je dirais que dans mon expérience, et parce que justement nous nous attachons à nous préparer, à nous inscrire aussi dans des plans. Le plan de secours, c'est à la fois c'est un cadre, mais c'est aussi rassurant. Parce qu'on sait aussi qu'on peut compter sur les autres. Et même si on est confronté à une expression extrêmement aiguë de la détresse, on y est préparé en quelque sorte. Je dirais que moi, il m'est arrivé d'être beaucoup plus impacté par des rencontres en consultation de patients qui arrivaient pour me raconter des histoires extrêmement, enfin, absolument horrifiques, et auxquelles je continue à penser pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, et c'est pour ça qu'il faut... Alors, une leçon aussi qu'on a tirée de ça, c'est qu'il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas faire que de la psychotraumatologie. Il faut ventiler notre activité, il faut être pluridisciplinaire, multicarte. Et c'est pour ça que moi, dans ma pratique, je fais du psychotrauma, je fais de la psychiatrie générale, je fais de la dictologie. Voilà. C'est beaucoup plus sain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.